Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette table ronde organisée par la Massif. Mon nom est François-Xavier Canova et je vais mener avec grand plaisir les échanges qui vont suivre. Rappelons tout d'abord que depuis plus de 20 ans, la Massif agit sur les territoires en tant qu'assureur préventeur pour donner au grand public les moyens d'apprendre à prévenir et à anticiper au maximum les risques et les aléas du quotidien en contribuant à transmettre les bons gestes. La Massif accompagne chacun à être acteur de sa sécurité, de sa santé et de son bien-être. Elle a notamment à cœur d'accompagner les familles qui s'agrandissent avec des solutions, avec des conseils adaptés, et c'est bien là tout l'objet de cette 4e édition de l'événement Jeunes Parents. Donc, on vous le dit, parents et futurs parents, nos experts vont répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous donner des clés et des conseils donc très concrets qui vous permettront bien d'une part d'agir au mieux et dès la grossesse sur la santé et le développement de votre enfant qui deviendra ensuite un adulte épanoui et plein de vie, mais aussi de favoriser votre bien-être à vous parce que ça aussi c'est essentiel. Bref, des infos fiables, bienveillantes, dans l'écoute, dans le partage, loin des réseaux sociaux qui peuvent parfois biaiser nos perceptions et nous induire en erreur, voire aussi parfois nous culpabiliser. Ne nous mentons pas. Sachez également qu'à la Massif, le défi climatique est un sujet transverse qui en impacte l'ensemble des métiers. La santé environnementale est donc un sujet prioritaire de la prévention en 2025. Et à cet égard, le rôle de la Massif est donc d'informer et de sensibiliser sur les impacts de l'environnement sur la santé afin de favoriser des changements de comportement, mais aussi la prise de conscience individuelle. Voilà, le contexte est posé. Un environnement sain et favorable pour l'enfant. Voilà précisément le thème de notre table ronde d'aujourd'hui et que nous allons aborder bien sûr en lien avec la période des 1000 premiers jours et avec nos experts qui sont là triés sur le volet, je vous le dis, et j'ai le plaisir de vous les présenter. Tout d'abord Nicolas Stéphaniac. Bonjour Nicolas. Bonjour François-Xavier. Merci beaucoup d'être avec nous. Nicolas, vous êtes maître de conférences en psychologie, spécialisé en neuropsychologie à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Céline Devillers également est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour François-Xavier. Céline, orthophoniste et fondatrice de loulilou.fr. Nous avons également à nos côtés Virginie Debar. Bonjour. Virginie, psychologue au CHU de Reims en service de gynécologie obstétrique et également au sein de l'UPPE, qui est l'unité parentale et petite enfance, c'est bien ça ? Alors je crois qu'on a un petit problème de micro pour Virginie, on va régler ça tout de suite. Et je vous présente Barbara qui est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Infirmière puéricultrice et vous êtes également Barbara, experte en santé environnementale, on va bien sûr y revenir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nicolas Stéphaniac, je vais démarrer avec vous, désolé je ne fais pas beaucoup preuve de galanterie pour ce matin mesdames. Impossible de parler de l'environnement de l'enfant sans s'attarder un petit moment sur le temps que nos petites têtes blondes passent sur les écrans. Alors j'entends par là, quand on parle des écrans, évidemment la télé, ça tombe sous le coup du bon sens, mais pas que, bien sûr, on a la tablette, on a le smartphone de maman, le smartphone de papa éventuellement. On va tenter de discerner du coup le vrai du faux avec vous Nicolas. Tout d'abord, est-ce qu'il existe concrètement des recommandations officielles sur le temps d'écran ? Tout à fait. L'OMS recommande moins d'1 heure d'écran entre 2 et 5 ans et pas d'écran du tout avant 1 an. D'accord. En France, c'est pas d'écran du tout avant 3 ans. Uh-huh. Et on a des études en complément, je pense à une méta-étude qui a été faite notamment en 2022, pour nous en parler un petit peu. Effectivement, certaines études montrent qu'en réalité, la plupart des enfants, c'est-à-dire 3/4 des enfants, de moins d'1 an vont être dans une situation où ces recommandations ne sont pas respectées. D'accord. Au-delà de 3 ans, c'est un enfant sur 3 pour lesquels ce n'est pas respecté. Et ces estimations sont sans doute même des sous-estimations par rapport au non-respect, dans la mesure où c'est des valeurs auto-rapportées par les parents. Et lorsqu'on prend des mesures plus objectives, comme dans l'étude de Kouchke, eh bien, on se rend compte que les temps d'exposition sont encore beaucoup plus longs que ce qu'on imaginait. Donc les parents estiment mal, on va dire, le temps d'exposition, c'est ça ? Tout à fait. Ouais. Ceci s'explique assez facilement. L'enfant peut être dans une situation où il est en train de jouer dans le salon, la télévision est allumée, Ouais. les parents pensent que l'enfant n'est pas exposé aux écrans.
Oui, alors que de fait, effectivement, ils le sont, mais on ne s'en rend pas compte. Tout ça paraît assez logique. Céline de Villers, justement, dans le concret, on sait s'il y a beaucoup d'enfants qui consomment du temps d'écran et s'il y a d'ailleurs, ma question est un peu double, des impacts directs sur le langage et l'apprentissage du langage. Oui, 44% des enfants regardent les écrans le matin et ceci va générer 6 fois plus de risques de développer un trouble du langage, D'accord. comme le montre une étude de Santé publique France en 2020. En plus, entre 2011 et 2018, on a constaté une hausse de 94% de troubles du langage déclarés à la MDPH par l'Éducation nationale. Alors, en somme, ce n'est pas devant un écran qu'un enfant va apprendre à parler, et quand bien même cet écran s'appelle Dora, la patte patrouille, les titounis. On a remarqué aussi que face à une exposition excessive, l'enfant va parfois développer ce qu'on appelle le YouTublish, un langage, certes, mais un langage plaqué. C'est un langage plaqué, d'accord. Issu des vidéos que l'enfant a regardées. Est-ce qu'il y a certains signaux qui doivent nous alerter? Je prends un exemple très concret, bien évidemment, je suis parent. Je me mets en alerte par rapport au fait que mon enfant peut avoir un éventuel retard de langage. Comment ça se diagnostique, ça, si j'ose dire? Oui, alors déjà, s'il n'y a pas de babillage avant 10 mois et s'il n'y a toujours pas de premier mot avant 18 mois. Babillage, c'est baba, baba, c'est ça? Ouais. Baba, ma. Ok. Un autre signal d'appel est aussi si entre 12 et 18 mois, il n'y a pas de pointage communicatif, c'est-à-dire quand l'enfant pointe et babille en même temps. Da, 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 da. À cet âge, autour de 18 mois, l'enfant est censé se retourner quand on l'appelle et aussi vous regarder quand vous lui parlez. Un autre signal d'appel, c'est si à 2 ans, il n'y a pas 2 mots associés du genre « tomber doudou ». Ou si l'enfant systématiquement pique une colère dès que les écrans s'arrêtent. Alors là, il vaut mieux en parler à votre médecin et aller consulter peut-être aussi à la PMI. De nombreux professionnels peuvent vous aider. On va revenir sur les professionnels également dans un instant. Merci en tout cas Céline pour ces éléments. Nicolas, au-delà du langage, est-ce qu'il y a d'autres troubles qui peuvent être potentiellement, bien sûr, occasionnés par les écrans? Oui, plusieurs études montrent effectivement qu'il existe des associations entre exposition aux écrans et développement intellectuel, entre exposition aux écrans et troubles du neurodéveloppement, donc les dyslexies, les TDAH, l'autisme, mais également des troubles anxieux, de la dépression. Donc, manifestement, il y a pas mal d'associations. C'est vraiment de l'autisme ou c'est des troubles qui sont liés potentiellement à de l'autisme? Alors, c'est plus compliqué que cela en réalité, parce que il n'y a pas de causalité qui peut être trouvée entre l'exposition aux écrans et le développement de ces troubles. Ouais. Et chez certains enfants, ce qu'on peut observer, c'est qu'ils vont développer certains signes caractéristiques des troubles du spectre autistique, mais on va se retrouver dans une situation complètement réversible avec une adoption de comportements adaptés de la part des parents et un suivi de la part de professionnels de la santé mentale. Céline, je vous voyais opiner du chef, justement, je vous laisse réagir. Ouais. Oui, Nicolas fait référence ici à ce que certaines personnes appellent le syndrome EP. D'accord. EPEE. Exposition précoce excessive aux écrans, c'est-à-dire un retard de langage associé à un trouble de l'interaction. C'est bien noté, merci en tout cas. Nicolas, vous avez un petit peu tempéré, on va dire, à la fin de la réponse à la précédente question. Tout ce que vous nous dites là, ça fait quand même un petit peu peur. Alors effectivement, ça peut faire peur aux parents, mais il faut absolument raison garder. Parce que toutes ces études qui montrent ces associations ne montrent que des associations et ne peuvent pas établir un lien de causalité. En réalité, les études qui commencent à émerger en essayant de contrôler les différentes variables qui peuvent impacter le développement de l'enfant montrent que si on contrôle ces variables, ces associations tendent à disparaître. Par exemple, si les parents s'occupent de l'enfant, est-ce que les parents favorisent une activité physique auprès des enfants? Tout cela va être favorable à un développement tout à fait typique de l'enfant. Et donc, c'est vraiment cette idée que les enfants ne sont
qui est exposé aux écrans qui va être problématique. Donc en fait, c'est un ensemble de facteurs qui déterminent tout, c'est ça? Exactement. On reviendra d'ailleurs dans un instant sur justement ces pratiques éducatives. Je reviens rapidement quand même sur le langage. Il y a quand même peut-être certains contenus, j'allais dire, à l'opposition de ce que disait aussi Céline à l'instant. On vous croit sur parole et vous avez parfaitement raison, bien évidemment. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a des contenus quand même qui, à l'inverse, favorisent le développement du langage chez l'enfant? Alors, effectivement, il y a deux choses qui sont importantes. La première chose, c'est que si on expose l'enfant à l'écran sans discuter avec lui, ça ne va pas l'aider à développer son langage. En revanche, si le parent est à côté et qu'il profite de l'écran comme médiateur pour pouvoir discuter de nouvelles thématiques qu'il n'a pas forcément le moyen d'imaginer tout seul, eh bien, ça peut être un moyen favorable pour le développement du langage. Céline? Oui, pardon, Nicolas. Un deuxième contexte important, c'est également les personnes qui commettent énormément de fautes de français, que ce soit au niveau grammatical ou lexical. Eh bien, certaines études montrent que chez ces personnes-là, les enfants qui sont exposés aux écrans ne vont pas avoir un retard langagier, vont même avoir un meilleur niveau langagier par rapport à des enfants qui sont dans le même contexte mais sans écran. Céline? En fait, moi j'ajouterais que l'exemplarité langagière des parents et des contenus regardés est vraiment cruciale pour le bon développement du langage. Oui, ça fait sens, effectivement. Nicolas, on parle beaucoup des enfants, mais les enfants, il y a aussi les parents dans tout ça, évidemment. Et en tant que parent, on ne va pas se mentir, les écrans, je pense à la télé, bien sûr, notamment, c'est quand même aussi un sas de décompression à certains moments. C'est clair que quand on est parent dans une famille monoparentale et qu'on a besoin de temps pour prendre un moment pour respirer ou pour préparer le repas, faire le ménage. Pas que, mais notamment en tout cas, hein, bien sûr. Les monoparentales, mais pas que. Ouais. C'est juste une illustration. Très clairement, il ne faut pas culpabiliser ces parents-là parce qu'ils mettent leur enfant devant l'écran pendant un quart d'heure, de sorte à ce qu'ils puissent faire autre chose pendant ce quart d'heure-là. De la même manière, il y a les familles pour lesquelles il y a déjà un enfant plus grand qui a le droit de regarder la télévision. Il ne faudrait pas que cet enfant plus grand voit la suppression de l'écran comme une punition et le petit frère ou la petite sœur, c'est une punition. En fait. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on peut intégrer les écrans tant que ce n'est pas quelque chose qui intervient de manière systématique. Exactement. C'est ce qu'il faut, c'est s'occuper de l'enfant essentiellement, diminuer au maximum les écrans, mais ne pas non plus se dire qu'on est un mauvais parent parce qu'on a mis notre enfant devant l'écran pendant un quart d'heure. Et si on expose l'enfant à l'écran et que par ailleurs on en profite pour faire une activité grâce à ce contenu qu'on a vu, eh bien c'est peut-être moins grave que de laisser l'enfant sans écran mais sans s'en occuper. Permettez-moi, d'ailleurs, ça me fait penser, je vais prendre une expression un peu enfantine, mais c'est le doudou, Virginie Debar. Ce que je comprends de ce que dit Nicolas et de ce que nous dit aussi un peu Céline en sous-texte, c'est que l'écran, télé ou autre, ne doit pas en fait être un doudou. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Donc, l'écran ne doit pas être un doudou. Un doudou, ce qu'on appelle objet transitionnel en psychologie, c'est un objet qui est souvent une peluche ou un morceau de tissu ou tout autre objet qui est rassurant d'une certaine manière, qui réconforte l'enfant dans les moments de fatigue, lors de l'absence de ses parents. Et il faut savoir que pour qu'un enfant se développe de manière équilibrée, épanouie, il a besoin d'interaction, de réciprocité, d'échange avec son parent. Et puis on parle aussi d'accordage affectif, où les signaux émotionnels de l'un sont synchronisés avec l'autre, ce qui permet un ajustement mutuel des émotions. Donc l'écran, c'est la distraction en fait, surtout, c'est ça? C'est une distraction, et certainement pas un doudou, puisque l'enfant il va être passif face à l'écran, il va voir les images défiler sans qu'il y ait de réciprocité. Donc non, l'écran n'est pas un doudou. L'écran n'est pas un doudou, ça y est, on l'a bien intégré. Merci beaucoup Virginie. Céline, Nicolas nous parlait à l'instant très rapidement des pratiques éducatives. Qu'est-ce qui relève justement selon vous de la bonne pratique et double question, j'entends en tout cas peut-être pour préciser mon propos, celle qui favorise, puisque c'est le thème de notre table ronde d'aujourd'hui, ce fameux environnement sain pour l'enfant.
Eh bien, déjà, je pense que nous devons essayer de nous libérer de la technoférence. Soyons disponibles psychiquement pour l'enfant. Je vous invite à poser vos téléphones, hein, non aux notifications incessantes. Essayons aussi d'éteindre la télévision, et notamment pendant les repas, parce que ce sont des temps d'échange précieux. L'enfant va développer son langage dans l'interaction, par imitation et dans le jeu libre, en manipulant des objets du réel. Avec un tout petit, je vais utiliser des phrases courtes, un vocabulaire précis, jouer avec mon intonation. Et au placard, le gagatisme. On évite ça, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Moi, je ne peux qu'encourager les parents qu'à jouer, parler et sortir. Il y a aussi un autre point qui va être fondamental, c'est la capacité à s'émerveiller. C'est-à-dire ? Bien, en fait, c'est un mécanisme inné chez le tout petit. Il va focaliser son attention sur des choses de l'ordinaire pour y voir de l'extraordinaire. Regarde la fourmi, là. Mais bien souvent, nous, en tant que parents, on va dire « dépêche-toi, on n'a pas le temps ». Ouais, super, allez. Donc, finalement, on va étouffer cette capacité à s'émerveiller en surstimulant l'enfant. Parce que nous sommes coincés par certaines croyances qui seraient qu'un environnement stimulant va décupler l'intelligence ou alors favoriserait un bon développement. Mais or, ça, c'est complètement faux. Le bon développement de l'enfant, il va résider en fait dans la qualité de la relation d'attachement et de confiance que l'enfant vit avec une personne référente qui répond aux besoins de base. Alors Céline, je vais être peut-être un petit peu candide dans ma question, mais comment on s'y prend pour favoriser justement cet émerveillement avec l'enfant ? Eh bien déjà, sortons les enfants dehors. La nature, la nature est une formidable fenêtre ouverte à l'émerveillement. C'est un terrain d'observation illimité. Mais souvent, nous sommes coincés dans nos peurs. La peur que l'enfant se salisse, se fasse mal ou revienne tout crotté. Alors ça arrive, ça, de temps en temps ? Oui, ah bon ? Mais c'est pas grave. La nature, c'est un terrain d'observation en fait immense. Et l'enfant va pouvoir y développer tous ses sens. Il peut côtoyer aussi la réalité à l'état pur. Il peut améliorer ses défenses naturelles. Moi, j'ai envie d'ouvrir les enfants à la beauté. La beauté dans le sens, l'expression visible du bon et du vrai. Elle est partout autour de nous, cette beauté. Elle est dans les bras d'une mère, dans le sourire d'un enfant, dans la beauté d'un paysage ou d'une musique. Même en tant qu'adulte, on a parfois tendance à l'oublier, cette beauté d'ailleurs. Mais oui, et elle est aussi présente dans l'interaction que je vis avec l'enfant. Je peux œuvrer en mettant de la bienveillance, de la gratitude, de l'empathie. Est-ce que l'environnement appelle aussi ou stimule la créativité chez l'enfant ? Oui, là c'est vraiment cette créativité, on ne doit pas l'oublier, elle va favoriser l'imagination. Alors figurez-vous qu'il y a certains relais petite enfance ou crèches qui mettent en place des ateliers pièces vides, justement pour favoriser l'imagination et l'interaction. Mais l'imagination, elle va aussi se développer au contact du mystère. Et ce mystère, il vient raviver la soif naturelle d'apprendre parce qu'il va permettre à l'enfant de toucher l'infini. Mais nous, en tant qu'adultes, on déteste bien souvent le mystère. On va donner des explications comme ça, toujours trop rationnelles à l'enfant. Alors je vous en prie, laissons les enfants rêver et réfléchir à l'ordre naturel des choses. Est-ce que ce qu'il faut qu'on comprenne de manière sous-jacente, c'est qu'il faut aussi laisser l'enfant aller à son propre rythme ? Absolument. Mais quelquefois, c'est difficile pour nous, en tant qu'adultes, de respecter le rythme naturel de l'enfant. Bien sûr. Parce qu'en fait, nous sommes aussi influencés par la société et par la tendance à l'hyper-éducation. En fait, ça devient la course au super-enfant. Nous avons des DVD marketing avec des promesses marketing. Apprenez l'anglais à bébé, apprenez les maths à bébé. Et puis, il y a cette pression, la pression de remplir l'agenda parascolaire de l'enfant. Oh, mais comment tu ne l'as pas inscrit à l'éveil à l'anglais, à la baby gym, au baby athlète ? Mais il a 2 mois, comment ça se fait ? Mais
tout cela, c'est terrible parce qu'on est dans le faire. Ouais. Et ça ne favorise pas, en fait, ça ne respecte pas. Oui, le ça va à rythme. l'encontre du rythme de l'enfant, en fait. C'est ça, Exactement. hein. Et en fait, ça va générer de la pression et de la tension complètement inutile. Alors après, en tant que parent, on s'est tous dit à un moment ou à un autre, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est lente à s'habiller ou qu'est-ce qu'il est lent pour apprendre ses mots de dictée. Il faut faire attention à Mais ça, en tout cas. Ouais. acceptons enfin que l'enfant a un rythme qui est différent de celui de l'adulte. Après, ce qui me paraît quand même très important, c'est d'apprendre à l'enfant que toute chose mérite du temps. Ouais. Et en fait, nous pouvons l'accompagner dans ses découvertes sensorielles, que ça soit à la maison ou au grand air. Barbara Duplouy, j'imagine que vous confirmez l'importance de ces fameuses expériences de nature. Et oui, ça a été nommé effectivement par des chercheurs de l'Université de Washington. Les expériences de nature favorisent une bonne santé mentale, comportementale et cognitive auprès de l'enfant. On a vu qu'il y avait une amélioration quand même de près de 32% au niveau de l'activité physique et 25% au niveau de la santé justement mentale, cognitive et comportementale, ce qui est quand même assez significatif. Juste avec la présence d'espaces verts près des écoles, des domiciles, juste ça. Ah, c'est incroyable, d'accord. Oui. Ce qu'il faut qu'on dise aussi, enfin en tout cas moi c'est ce que je me dis personnellement, pour les milieux défavorisés, pour les enfants qui sont issus de classes sociales, voilà, on va dire pas forcément aisées, loin s'en faut, la nature paraît une connexion évidente aussi pour ce développement. Oui, ça paraît évident. Alors après, il faut effectivement inciter les parents à aller au parc en bas de l'immeuble, à aller rencontrer d'autres enfants justement et d'autres parents pour briser cet isolement qui est aussi une très grosse problématique dans le postpartum, avec notamment la dépression aussi qui joue beaucoup. On sait aujourd'hui que la première cause de mortalité maternelle, c'est quand même la dépression du postpartum. Donc, ne serait-ce que déjà pour faire des rencontres, des interactions humaines et avec l'environnement, sortir des lieux clos, oui, c'est favorable à tout point de vue pour la santé de l'être humain. Oui, parce qu'en plus, on n'a pas du tout parlé finalement du côté physique, mais un enfant qui ne bouge pas, un enfant qui est, on va dire, immobile, entre guillemets. C'est contre nature. C'est ça, Voilà, en fait, quand vous regardez un enfant, anatomiquement, il a une tête beaucoup plus grosse que le reste de son corps. Et cette spécificité anatomique lui demande de bouger, en fait. Un enfant, pour se sentir bien et trouver son point de gravité, en fait, il va vouloir courir. Il n'a pas le choix. Sinon, il ne trouve pas l'équilibre. Donc, naturellement, un enfant a besoin de se mouvoir pour se sentir bien. Et c'est là où on comprend que la station assise est complètement illusoire chez l'enfant. Merci pour ce rappel, parce qu'il est logique, mais je pense que c'était bien effectivement de le rappeler. Dans tout ça, chers experts, on n'a pas du tout parlé de la lecture. Nicolas, le livre, alors je ne vous apprends rien jusque-là, le livre n'est pas un écran, évidemment. Quelle place, néanmoins, est-ce qu'il peut occuper dans cet environnement toujours sain, évidemment, pour l'enfant ? Je pense que le livre doit avoir une place vraiment centrale dans le développement de l'enfant. Raconter des histoires aux enfants, c'est également leur permettre de travailler leur imaginaire, de développer leur langage, en montrant par exemple dans le livre un objet, regarde le chat. Et même pour les plus petits, ceux qui ont moins d'1 an, qui n'ont pas encore la capacité à comprendre des histoires complexes, il y a des livres sensoriels. Sans le chat, comme il est marrant, il est tout doux. Et ça favorise aussi la relation entre le parent et l'enfant. Maintenant, on peut comprendre aussi que les parents, peuvent ne pas avoir l'énergie pour lire une histoire. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Exactement. Il peut y avoir des alternatives pour des enfants un peu plus grands, comme les boîtes à histoires, qui permettent à l'enfant de créer leur propre imaginaire simplement en écoutant l'histoire qui lui est racontée. Et pour ceux qui ont plein d'énergie chez les parents, eh bien, on peut jouer avec les enfants et créer des histoires avec l'enfant. Et tout ça, ça va favoriser le développement de leur langage, de l'imaginaire, de leur créativité. Céline, en un mot ? D'ailleurs, j'ajouterais que Evelio Cabrero Parra, un psycholinguiste colombien, a mis l'importance sur la littérature au berceau. Dès 6 mois, je peux chanter des comptines et lire des histoires à mon bébé. La littérature au berceau, c'est une jolie formule en tout cas. Alors, dans tout ça, moi je suis évidemment d'accord avec tout ce que vous dites. En revanche, comment est-ce qu'on fait
pour raconter bien, si j'ose dire, des histoires à nos enfants. Notamment les tout petits, vous me voyez venir évidemment, parce que, on va pas se mentir, c'est quand même pas évident de parler avec un bébé, Nicolas, ou de raconter une histoire à un bébé. Les livres sensoriels dont j'ai parlé il y a un instant remplissent Aide à ça? Ouais. parfaitement cette situation. On prend le livre, on peut avoir des pop-up, des objets qui s'ouvrent, ou simplement avoir des choses à toucher. Et le parent peut simplement inciter l'enfant à toucher, à s'émerveiller. On parlait de cela tout à l'heure. Oh, regarde ce qui s'ouvre, regarde la jolie forêt, regarde. Ouais. Et donc tout cela, ça favorise le développement de l'enfant. Et moi, j'irais même avant 6 mois. Dès la naissance, on peut chanter des petites comptines aux enfants. Et c'est quelque chose qui va avoir un effet apaisant pour l'enfant, même s'il ne comprend pas ce qu'on lui chante. Ce qu'il comprend, c'est que papa ou maman est présent pour lui et crée un lien simplement. Donc, l'objectif n'est pas simplement l'engager. Ça veut dire, Céline, qu'on considère l'enfant comme un partenaire, si j'ose dire? Dès la naissance, je considère bébé comme un compagnon de conversation. Parce que même s'il ne dit pas ses premiers mots en tant que tel, il communique déjà beaucoup avec son corps, avec ses mimiques, avec son regard, avec des gestes naturels. Et donc moi, je vais lui parler et je vais lui poser des questions. Comme ça, il comprend que je le considère comme un partenaire de conversation. Avec un enfant un petit peu plus grand, là, je m'intéresse à lui, je vais lui poser des questions ouvertes. Et ça permet de me mettre en situation de parler avec l'enfant, ce qui est différent de parler à l'enfant. Vous savez, le style injonctif. Viens ici, mets-toi là. Non, pas comme ça. Tiens, donne. Avoir cette précaution aussi, vous avez parfaitement raison. Virginie Debar, dans tout ça, je vais continuer à me faire peut-être un peu l'avocat du diable. Créer un lien d'attachement avec son enfant, c'est quand même pas quelque chose qui semble toujours facile. On est d'accord ou pas là-dessus ? Oui, effectivement. Donc, déjà, on peut revenir sur l'idée que pour bien se développer, un enfant a besoin de construire un lien d'attachement sécure avec son parent. Ouais. Il a besoin que son parent soit disponible affectivement, qu'il réponde à ses besoins de manière adaptée. Mais voilà, il y a certains parents qui vont être affectés par certains facteurs de vulnérabilité. Ça se passe à quel moment? Ça se déclenche quand? Ça peut être dès la grossesse. Dès la grossesse, dès la grossesse et voilà, dans les semaines et les mois qui suivent la naissance du bébé. Okay. Donc on peut avoir une maman qui souffre d'une dépression postnatale. C'est une maman qui va avoir l'impression d'être une mauvaise mère, de ne pas savoir s'occuper de son bébé, éprouver du plaisir à s'en occuper, la peur de lui faire du mal. Enfin, tout plein de symptômes qui vont impacter le lien avec le bébé, puisqu'elle ne va pas être disponible pour lui. Elle va être triste, distante, moins réceptive. Il y a aussi d'autres facteurs de vulnérabilité qui peuvent impacter le lien, comme les addictions à des toxiques, comme l'alcool, la drogue, l'isolement social, des antécédents de maltraitance, d'abus sexuels. On peut retrouver également le tempérament du bébé, avec un bébé avec des besoins plus spécifiques. Ou un placement en famille d'accueil, une séparation liée à une hospitalisation. Voilà. Donc, tous ces facteurs peuvent évidemment impacter le lien mère-bébé. Des facteurs de vulnérabilité. Barbara, le soin qui fait partie évidemment du quotidien des parents, ça c'est aussi quelque chose qui peut déclencher ces fameux facteurs ou pas ? Oui. La prise en charge de l'enfant de manière globale peut générer beaucoup d'anxiété chez le parent, parce qu'il y a des soins à faire tous les jours, les soins du nez, des yeux, etc. Et là, on utilise beaucoup de produits. Et dedans, on le sait, il y a des polluants, des nommés perturbateurs endocriniens pour beaucoup, avec les parabènes, les filtres UV et j'en passe, qui ont un impact sur la santé effectivement de l'enfant. Alors on a des réactions dermatologiques, des allergies, ce genre de choses. Et tout ça effectivement génère d'autant plus d'anxiété, de pleurs chez le bébé parce qu'il y a des douleurs qui sont générées parfois par ces produits, par les soins. Voilà, tout ça effectivement impacte beaucoup la prise en charge et fait partie des facteurs de vulnérabilité. C'est pour ça qu'il faut bien se faire accompagner.
par des professionnels de santé et qui plus est formés en santé et environnement. On va y revenir bien sûr, effectivement. Est-ce que tout ça, pour compléter, Barbara, ça veut dire que pour les produits dont vous parliez justement, il faut revenir quand même à des produits simples, plutôt naturels? Oui, produits simples, effectivement, il faut vraiment revoir ça au plus simple. Véritablement, un enfant, par exemple, pour laver son siège, ses fesses, a besoin uniquement de savon et d'eau, mais un savon très simple. Le savon de Marseille enrichi à une huile végétale suffit simplement, en fait. Pourquoi aller chercher les lingettes bourrées de tout ce qu'on polluants veut, divers, de plastique et j'en passe, qui ont un impact sur effectivement la santé de l'être humain. On a vu des études, notamment les phtalates. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça ne me parle pas, non. Ça vous parle, vous, ou pas? Les phtalates, non, j'ai pas l'impression non plus. Ok. Pourtant, il est présent dans tout notre environnement. C'est une substance chimique qui rend les plastiques beaucoup plus flexibles, beaucoup plus mous. Donc, autant vous dire que vous en avez partout. Ah, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Voilà. Et il y a une étude, effectivement, qui a été publiée dans le JAMA Pédiatrique en 2022, qui a démontré qu'une exposition de la femme enceinte aux phtalates exposait d'autant plus à une naissance prématurée de l'enfant. Donc 10% de ces femmes-là qui ont été fortement exposées aux phtalates avaient un risque accru de 50% de naissance prématurée. En France, on a vu qu'on pouvait améliorer, comparé effectivement à 10% de ces femmes qui étaient moins exposées, qu'on pouvait, on va dire, prévenir 7200 naissances prématurées, rien qu'en réduisant l'exposition aux phtalates dès la grossesse. C'est quand même impressionnant. Donc là, c'est un vrai facteur, effectivement, à prendre en considération. Effectivement. Virginie, on en parlait il y a quelques instants, ces fameux facteurs de vulnérabilité peuvent survenir donc au moment de la dépression. Est-ce que la fameuse période des 1000 premiers jours, dans justement ce questionnement sur les facteurs de vulnérabilité, elle est importante? Alors déjà, qu'est-ce que la période des 1000 premiers jours? Rappelons-le, vous avez raison. C'est cette période qui va de la conception du bébé jusqu'aux 2 ans révolus de l'enfant. Okay. Donc c'est un temps de profond changement pour les parents, des grands remaniements psychiques, où ils vont se poser tout un tas de questions, où ils vont être fatigués, où ils vont parfois ressentir des émotions négatives. C'est la période pendant laquelle, pardonnez-moi, je vous coupe, l'enfant se construit, mais l'enfant, donc, le futur adulte. C'est voilà, ça, l'adulte en devenir. Donc c'est vraiment une période cruciale, charnière, où finalement où se jouent beaucoup de choses. Et c'est aussi justement cette période où on peut repérer ces facteurs de vulnérabilité afin d'accompagner au mieux ses parents pendant cette fameuse période des 1000 premiers jours. Et pour justement reprendre, Barbara, sur ces facteurs de vulnérabilité, on parlait des facteurs socio-économiques tout à l'heure, vous nous parliez des soins, bien évidemment, notamment à la maison. Je crois savoir qu'il y a des facteurs géographiques aussi qui interviennent. Oui, on dit souvent il faut tout un village pour élever un enfant, mais je vous mets au défi aujourd'hui de trouver une famille véritablement entourée, ne serait-ce que par sa famille, sa propre famille, et des amis. Enfin, voilà. Et il y a aussi d'autres facteurs qui sont notamment environnementaux, dont je commençais à parler tout à l'heure. Les fameux perturbateurs endocriniens, notamment, Entre autres, en fait, on est véritablement entouré d'énormément de polluants environnementaux. Alors, on trouve aussi tout ce qui est pesticides ou les phytosanitaires, dans les cosmétiques, dans l'alimentation, avec les produits aussi ultra transformés, notamment. Je ne sais pas si ça parle d'ailleurs, les produits ultra transformés. Vous savez, les plats tout prêts. C'est les plats tout prêts, d'accord. Voilà. Avec des ingrédients que vous ne pouvez pas trouver dans votre cuisine, notamment les additifs. Et tout cela, en fait, a un impact considérable sur la santé. On parle souvent des troubles du neurodéveloppement, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, les TDAH, les troubles du spectre autistique, etc. Et à mon sens, on dépiste maintenant, on dépiste de plus en plus tôt, c'est bien, il y a tout ce qu'il faut, mais on ne va pas toujours chercher la cause. Et malheureusement, en fait, il y a des causes réversibles, notamment comme l'exposition soit à l'alimentation, soit aux produits qu'on utilise. Les produits d'entretien pour la maison, les cosmétiques, tout ça, en fait, on peut agir au plus tôt. Et peut-être, effectivement, comme le syndrome épais, en tout cas, ne pas exposer l'enfant à, ou réduire l'exposition jusqu'à éventuellement une disparition des symptômes, puisqu'on a finalement trouvé la cause, quoi. J'en profite, Barbara, je le disais en intro, vous êtes notre experte en santé environnementale. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle la santé environnementale, pour bien comprendre ?
Alors la santé environnementale, alors ça a été défini par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est tous les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de vie, définis par différents facteurs, les facteurs physiques, sociaux, biologiques, psychosociaux. Enfin voilà, c'est tous les facteurs externes qui nous entourent finalement, notre environnement, qui impactent notre santé. Merci pour ces précisions. Je reviens juste rapidement sur ce que vous disiez sur les produits à la maison. Les huiles essentielles, on évite ou pas ? Parce qu'on les utilise beaucoup et de plus en plus. Oui, alors surtout depuis le Covid-19, parce qu'on a cette idée d'assainir les intérieurs. Voilà. Céline a l'air d'accord. Oui. D'assainir les intérieurs ou de... Je suis spécialisée en phytothérapie et aromathérapie clinique et il faut vraiment être vigilant à ça parce que ça dépend du sourcing, où est l'huile essentielle, où est-ce qu'on a extrait la plante, etc. Et souvent dans les huiles essentielles, on a un pictogramme qui est, vous savez, vous avez le buste avec du blanc au milieu, tout éclaté. C'est un pictogramme qui dit CMR, cancérigène, mutagène, reprotoxique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes exposé à cette substance, votre corps a des difficultés à l'éliminer. Vous pouvez le transmettre à des générations futures. Et aussi mute l'ADN, enfin en tout cas notre appareil. Donc gros point de vigilance du coup. Et oui, grosse vigilance. Et aujourd'hui, on sait que pour assainir un intérieur, il vaut mieux aérer. On sait aussi que... Juste ouvrir les fenêtres, c'est déjà très bien. Et oui, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est des recommandations de l'ADEME quand même. Ouais. Donc c'est pas rien. Et que l'air intérieur est 7 à 8 fois plus pollué que l'extérieur, quand bien même vous êtes à Paris ou sur le périphérique. C'est bon à savoir, effectivement. Virginie, dans tout ça, qu'on se rassure, il y a évidemment des actions concrètes qui sont déployées pour favoriser la mise en place d'un environnement bénéfique. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, donc en 2021, le gouvernement a mis en place différentes mesures. Tout d'abord, l'application mobile des 1000 premiers jours, qui est un espèce de compagnon numérique pour accompagner les parents de la conception du bébé, du projet de parentalité aux 3 ans de l'enfant. Ce qui est très important aussi, le congé paternité qui a été porté à 28 jours, non négligeable pour accompagner la maman dans le postpartum. Et puis l'amélioration de l'accompagnement des parents tout au long de la grossesse et dans le postpartum, notamment en mettant en place l'entretien prénatal précoce qui est mené par une sage-femme, un gynécologue ou le médecin traitant, pendant lequel le parent va pouvoir exprimer ses besoins, ses attentes, ses questions, et le professionnel va pouvoir justement mettre en place l'accompagnement adapté. Barbara, pour compléter en un mot sur les professionnels, sur la partie ressources humaines, si j'ose dire, à qui est-ce qu'on s'adresse plutôt ? Alors, on va s'adresser préférentiellement à un professionnel de santé qui est capable de dépister justement les troubles de la santé mentale en postpartum et qui est capable d'orienter. Parce que nous, professionnels de santé, on est dans l'obligation d'orienter à partir du moment où on identifie une problématique et qui peut dépasser nos compétences. Donc, c'est effectivement, on va la sage-femme parce que ça fait partie du parcours de soins en postpartum. On a aussi la gynécologue si on a la possibilité et qu'elle est assez disponible. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Sinon, on a évidemment son médecin traitant, logique. Et puis après, on a le conseil départemental de chaque département en France, avec les services de PMI, protection maternelle et infantile, où là, vous avez toute une équipe de pédiatres, d'infirmières puéricultrices, etc., même de psychologues, qui est capable de vous recevoir gratuitement et vous permettre de dépister, d'orienter, de prendre en charge aussi, et d'orienter vers 2 structures de la ville notamment. Voilà. Donc il faut qu'on se sente entouré. Je pense que le message est bien passé aujourd'hui. Pour finir, je vais vous proposer de me résumer chacune et chacun en un mot. Je sais que c'est pas forcément évident, donc je vais vous laisser en une phrase. Voilà, ça peut vous rassurer. Ce que doit être pour vous un environnement sain pour l'enfant. Nicolas, tout d'abord. Pour moi, un environnement sain pour l'enfant, c'est un environnement dans lequel les parents s'occupent des enfants. Céline ? Un environnement dans lequel l'émerveillement aurait toute sa place. G.K. Chesterton, c'est un écrivain anglais du XXe siècle, disait l'émerveillement, notre monde ne périra jamais par manque de merveilles, mais uniquement par manque d'émerveillement. C'est beau et c'est très vrai. Barbara ?
Je dirais effectivement un environnement connecté à l'humain et à l'environnement qui l'entoure véritablement, avec le moins de produits issus de la pétrochimie ou d'ultra transformés autour de lui en fait. Voilà. Et Virginie? Tout simplement un environnement disponible et sensible aux besoins de son enfant. Merci à tous les quatre. Donc, futurs parents et parents déjà que vous êtes peut-être, on arrête de se mettre la pression, s'il vous plaît. On reste bienveillant avec soi-même, c'est l'essentiel, on l'a bien compris. Grâce à vous, chers experts, on peut vous applaudir. Merci beaucoup pour ces échanges et pour ces précieuses informations.